Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Camde. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal Magazine pluriel de ce samedi 10 septembre 2022. D'abord les titres. Le 6e forum sur la justice transitionnelle en Afrique a pris fin hier à Lomé. 3 jours de travaux ont permis aux participants de faire des propositions pour une justice transitionnelle réussie sur le continent. Nous aurons Madame Claudine Kwanjo, deuxième rapporteure du HCON. Elle fera le point des travaux du 6e forum de la justice transitionnelle. Les autres rendez-vous de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse de Atogima Léontine. Bienvenue à tous dans ce journal. Mission accomplie pour les participants au forum sur la justice. Les participants au 6e forum sur la justice transitionnelle en Afrique se sont séparés hier. 3 jours de travaux axés sur la justice transitionnelle et capital social. 3 jours achevés donc ce vendredi sur une note de satisfaction. Plusieurs recommandations sont issues de cette rencontre continentale. Hélène Assabi. Au titre des recommandations, les pays africains sont invités, entre autres, à adopter de nouvelles stratégies pour une justice transitionnelle réussie. Mbari Kalis Aristide, chef division démocratie, élection, constitutionnalisme, état de droit et justice transitionnelle de l'Union africaine. La première recommandation, c'est qu'il faut que les pays, en s'engageant sur les voies de la justice transitionnelle, mettent en place des instruments adéquats qui soient des plus efficaces pour permettre justement à cette stratégie de justice transitionnelle de pouvoir prospérer et d'atteindre les objectifs. La deuxième recommandation est que, en mettant en place les instruments pour la justice transitionnelle, que ces pays puissent mettre les moyens à disposition pour permettre justement d'aller plus loin dans cette initiative afin d'atteindre les objectifs. Et c'est en cela d'ailleurs que le Togo a été félicité de ce que, en mettant en place sa politique de justice transitionnelle, les autorités togolaises ont également mis en place des moyens permettant déjà d'amorcer un début de solution à ce qui est arrivé à un moment ou l'autre de son histoire. Et c'est ça la particularité du Togo et c'est cela d'ailleurs qui a été salué par tous. Le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimois, exhorte les participants à poursuivre les réflexions et à continuer à partager les expériences pour avoir un vivier permanent dans lequel chaque État peut puiser les compétences nécessaires lorsqu'il veut s'engager dans un processus de justice transitionnelle. Des participants se sont prononcés à l'issue des travaux. Je suis Diane Wam, je suis responsable de l'association Les Amazones panafricaines basée à Bangui en RCA. Ce que je retiens de ce forum, c'est le côté économique et social que revêt la justice transitionnelle qui est en fait un point de départ effectif d'une mise en place d'une équité qui pourra atteindre toutes les classes sociales et travailler réellement à la mise en place d'une situation de paix et de reconstruction réelle. Alors, la justice transitionnelle en cours au Togo est remarquable. Ils sont un modèle à copier. Je suis Eugène Bakama, je suis professeur et je suis spécialiste du programme justice transitionnelle à la Commission de l'Union africaine. On peut retenir plusieurs choses. D'abord, l'engagement des différents États africains qui ont pris conscience du fait qu'aujourd'hui, nous sommes en face de plusieurs défis en termes de justice transitionnelle. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, comment cela peut avoir un impact sur le processus de justice transitionnelle et aussi il y a la question de la sécurité alimentaire. Je suis Christella Nyonzima, je viens du Burundi et je travaille pour Impunity Watch, qui est une organisation basée sur la recherche qui travaille dans les pays post-conflit sur la justice transitionnelle. On a abordé plusieurs thématiques qui touchent plusieurs problématiques en fait auxquelles les sociétés font face pendant les conflits. Dans nos cultures africaines, on a beaucoup de problèmes par rapport à l'exclusion de la femme qui occupe une seconde zone et qui parfois est laissée de côté quand on parle de la gestion de la cité de façon générale, de la gestion du pays. Il y a aussi les jeunes qui sont exclus. Il y avait une thématique aussi spécifique par rapport à la prise en compte et à l'implication des jeunes dans les processus de justice transitionnelle. Et l'importance de cette thématique, en fait, part du fait que pendant les conflits, ce sont les jeunes qui sont mobilisés
Et donc, on ne devrait pas les écarter quand il s'agit de régler les conflits et de régler les causes qui ont amené à ce que ces conflits-là se passent. Eux aussi réclament davantage de justice. Il s'agit du Conseil national du dialogue social CNDS, de la Fédération des syndicats des enseignants, des centrales syndicales de la santé et d'autres partenaires. Ils étaient donc en réunion hier en session ordinaire à Lomé. C'est dans le cadre des discussions sur les doléances du moment, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la cherté de la vie et de la sécurité dans la sous-région. Junior Koudirame, Pacom Johnson. Cette assise a permis à la délégation gouvernementale et aux représentations syndicales de passer en revue toutes les questions liées au monde du travail. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et du dialogue social. Je voudrais souligner que cette réunion exceptionnelle du Conseil national du dialogue social a eu lieu à l'initiative et à la demande du gouvernement, parce que nous estimions qu'il fallait trouver une occasion de réaffirmation de notre volonté de dialogue, de concertation, de notre écoute et de notre intérêt par rapport aux préoccupations et aux doléances des travailleurs. Et donc nous nous réjouissons que cette réunion ait connu une forte participation d'une délégation du gouvernement, presque une dizaine de ministres étaient présents, et la réunion nous a permis, comme je le disais, d'abord de réaffirmer notre volonté d'écoute et de dialogue, de réaffirmer notre souci de préservation et même de renforcement du climat d'apaisement social. Une initiative appréciée par les uns et les autres. Kanitom Kofi et Kodieso Komitoma, respectivement coordonnateurs de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Togo, FESET, et porte-parole des centrales syndicales de la santé, se prononcent. Nous avons salué cela parce que, en réalité, cette invitation nous est venue au moment où, ensemble avec toutes les autres fédérations, nous sommes en train de penser à aller vers un collectif afin de nouer langage pour pouvoir aborder cette rentrée scolaire qui se présente dans un contexte de vie chère. Nous avons participé effectivement à cette rencontre du CNDS qui a fait l'état de lieu de la disposition sécuritaire en vigueur dans le pays. Nous avons également écouté le ministre des Finances qui nous a donné une approche de la réalité financière du pays. Et là, nous avons été interpellés pour nous prononcer sur l'état de mise en œuvre du mémorandum. Nous sommes satisfaits qu'ils ont commencé le débat en nous expliquant un peu la situation sécuritaire au nord de notre pays. Parce que nos travailleurs aussi sont là-bas. Et si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. La seconde chose, c'est la vie chère. Nous étions déjà dans une démarche pour rencontrer Madame le Premier ministre pour pouvoir approfondir les efforts que le gouvernement est en train de faire pour que les travailleurs, tant soit peu, soient soulagés. Vivement que ces discussions aboutissent à un dénouement heureux pour un apaisement du climat social de notre pays. Le réseau des comités des femmes des centrales syndicales du Togo, Recofet Togo, tire la sonnette d'alarme par rapport à la cherté de la vie et des inégalités sociales. Les membres du réseau ont organisé hier un atelier de campagne de sensibilisation à Lomé. Le réseau a d'abord relevé les problèmes liés à la cherté de la vie post-Covid-19, souligné les inégalités sociales et ensuite proposé des mesures d'accompagnement afin de soulager les populations. Le thème de la rencontre, inégalité sociale et nécessité d'un contrat social. Claudine Asiba Akapo, présidente de Recofet. Dans l'étude de Oxfam, il a démontré clairement qu'il y a des inégalités, surtout en défaveur des femmes. Nous voulons faire cette restitution de cette étude. Nous allons faire une déclaration pour appeler les gouvernants à diminuer les mesures draconiennes qui ont été prises et faire des mesures d'accompagnement pour soutenir la population, notamment ce qui concerne la vie chère, les mesures de protection sociale, que les femmes surtout puissent accéder aux soins de santé et à l'éducation. Et également pour cet atelier, nous avons invité un représentant du ministre qui va nous édifier sur ce que le gouvernement a déjà fait et ce qu'il prévoit faire pour soulager un tant soit peu les travailleurs du Togo. Le représentant du ministre chargé du Travail, Anaté Tomdema, chef service d'inspection du travail et des lois sociales, a réitéré l'attachement du gouvernement à apporter son appui pour trouver d'éventuelles solutions.
Je puis vous assurer que le ministère chargé du Travail ne ménagera aucun effort pour vous apporter pleinement son accompagnement afin de réduire les inégalités sociales dans l'accès à l'emploi et à la profession, afin qu'à l'issue des activités de sensibilisation entreprises, votre expérience puisse servir d'exemple pour la généralisation aux autres couches sociales du pays. Je fonde l'espoir que le présent atelier répondra aux attentes du gouvernement et qu'il permettra d'enclencher une nouvelle dynamique dans la construction d'une société fondée sur la justice, l'égalité et la paix. Cette centrale syndicale était présente à cet atelier. Il s'agit de la CNTT, la CSTT, l'UGCL, l'UNZIT, le GSA, la CGT et la STT. Les négociations sur la délimitation des frontières maritimes entre le Togo et le Ghana ont pris fin hier à Lomé. Les 2 jours de travaux n'auront pas permis une évolution véritable du dossier. Le communiqué final avec le colonel Neo Takonyadi. 10e réunion de la commission conjointe de délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et le Togo, tenue à Lomé du 8 au 9 septembre 2022. La commission conjointe de délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et le Togo a tenu sa 10e réunion à Lomé, au Togo, du 8 au 9 septembre 2022. La réunion a été coprésidée par M. Damipi Nuboku, négociateur principal de la Commission nationale des frontières du Togo, et le général de division Emmanuel Kossia, coordinateur national des frontières du Ghana. Au cours des travaux, les 2 parties ont adopté et signé le procès verbal de la 9e réunion tenue à Accra du 23 au 25 novembre 2021. La partie ghanéenne a proposé et présenté une nouvelle ligne frontière. L'objectif principal de cette nouvelle ligne tient compte de la nécessité avérée des 2 parties de permettre au Togo d'avoir un accès à la haute mer tel que convenu par les autorités politiques. Après la présentation de la ligne, la partie togolaise a posé un certain nombre de questions d'éclaircissement d'ordre technique afin de mieux appréhender la proposition de ligne présentée par la partie ghanéenne. Après analyse, la partie togolaise a sollicité et obtenu un délai supplémentaire pour analyser les implications de cette nouvelle ligne sur tous les plans. Les 2 parties ont convenu de se référer aux autorités politiques pour la suite des discussions. Une réunion se tiendra en octobre 2022 dans la perspective d'un accord sur la frontière maritime. Les parties ont convenu de maintenir le sous-comité technique conjoint après la signature de l'accord de délimitation maritime pour le suivi et la mise en œuvre des décisions de l'accord. Il a été également convenu l'institutionnalisation d'une patrouille conjointe entre les marines nationales des 2 États après la signature de l'accord. La commission conjointe de délimitation de la frontière maritime entre le Togo et le Ghana tiendra sa 11e réunion bilatérale plénière à une date ultérieure à Accra sur la base des conclusions des travaux de la réunion au niveau politique. La délégation ghanéenne a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit du gouvernement et de la population de la République du Togo pour l'accueil chaleureux et les marques de courtoisie accordées aux membres au cours de leur séjour à Lomé. Fait à Lomé le 9 septembre 2022, pour la République togolaise, le négociateur principal de la Commission nationale des frontières maritimes du Togo, M. Damipi Nuboku. Pour la partie ghanéenne, le coordinateur national de la frontière du Ghana, le général de division Emmanuel Kossia. À l'instant, le capitaine de vaisseau Neo Takonyadi, préfet maritime. Ils sont appelés à contribuer à la cohésion sociale, à la paix, à la préservation de l'environnement et à l'éducation. Les nouveaux bacheliers de 15 à 25 ans vont bénéficier d'un projet dénommé Jeunes bacheliers engagés, un projet initié par l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, Geneviève Pognon. Lancé ce vendredi à Lomé, ce projet vise à promouvoir auprès des nouveaux bacheliers une citoyenneté active ainsi que des valeurs de paix et du vivre ensemble pour une mission d'1 mois. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT. Le projet vise à les mettre ensemble pour participer à des formations sur la citoyenneté, participer à des activités d'intérêt public de façon à créer une cohésion, à ce que les jeunes venant d'établissements différents puissent se mettre ensemble,
travailler ensemble, créer des relations d'amitié, de fraternité avant de démarrer l'année universitaire. La ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, prodigue des conseils à ces nouveaux engagés au volontariat, les renvoyant ainsi à leur nouvelle mission. Je vous invite à prendre conscience de l'importance de votre mission et de son utilité dans la communauté. Donnez le meilleur de vous-même en toute situation. Soyez attentifs, soyez travailleurs et faites preuve de la bonne éducation que vos parents vous ont donnée. Soyez ouverts à l'apprentissage, faites preuve d'humilité et de tolérance. Cette expérience qui vous est offerte est unique. Une belle opportunité pour découvrir des valeurs que vous ne connaissiez certainement pas et elles vous feront grandir davantage. Vous y gagnerez en maturité et vous en sortirez meilleur, plus sûr de vous, plus outillé pour affronter les nouveaux défis de votre vie étudiante qui ne sera certainement pas la même, je peux vous l'assurer, que celle que vous aviez connue jusqu'au baccalauréat. Un peu plus de liberté, un peu plus d'autonomie, mais cela requiera plus de travail, plus de responsabilité, une conscience totale de l'intérêt que revêt votre réussite pour votre devenir. Au titre de phase pilote, le projet se déroule dans les communes Golfe 4, Golfe 5, Aguenivé 4 et Lac 1 et concerne 400 jeunes à raison de 100 volontaires par commune. L'inscription se fait à travers www.jbe.togoanvt.org. Au Tchad, l'opposant Succès Masra n'a pu répondre à la convocation du procureur de la République hier, alors qu'il se rendait vers le palais de justice accompagné de nombreux militants. Les forces de l'ordre ont dispersé le cortège avec des tirs. À quelques semaines de la COP 27 prévue en novembre en Égypte, les ministres africains des Finances, de l'économie et de l'environnement se sont réunis dans le pays pour faire le point. Pour cette future conférence sur le climat, le Caire souhaite porter la voix de l'Afrique face aux grandes puissances pollueuses. C'est ce qu'a souligné le ministre égyptien de l'Environnement. En effet, avec moins de 4% des émissions mondiales de CO2, l'Afrique est aujourd'hui le continent le moins responsable du changement climatique, mais aussi le plus vulnérable. Nous restons toujours en Égypte pour signifier cette révolution, petite mais significative. 2 femmes sont devenues les 2 premières conductrices de métro. Un symbole fort dans un pays où l'égalité du travail homme-femme rencontre bien des préjugés. Charles III est officiellement proclamé roi de l'Angleterre ce samedi. Le souverain a effectué sa première allocution de monarque devant Buckingham Palace. Durant son long règne, Elisabeth II a entretenu une relation particulière avec le continent africain. De son côté, le prince Charles a sillonné pendant plus d'un demi-siècle le continent. Le 18 avril 1980, c'est lui qui se rend à Salisbury, aujourd'hui Harare, pour l'indépendance du Zimbabwe, l'ex-Rhodésie, mettant ainsi un terme à 90 ans de domination britannique. En 1997, 2 mois après la disparition de Lady Diana, l'héritier du trône britannique s'envole pour l'Afrique du Sud avec son fils Harry. 10 ans plus tard, lors de la COP 26 de Glasgow l'année dernière, Charles prendra fait et cause pour la Grande Muraille Verte, ce vaste projet destiné à créer une immense ceinture végétale d'est en ouest de l'Afrique afin de lutter contre la désertification. Nous vous l'annoncions plus haut, le 6e forum sur la justice transitionnelle en Afrique a bouclé ses travaux hier. Madame Claudine Yawavi Ponjo Ahiagnon, 2e rapporteure du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, fait ici le point des travaux. Elle est au micro de Hélène Assabi.
Madame Claudine Ponjo-Ahiagnon, qu'entend-on par justice transitionnelle? Lorsqu'on parle de justice transitionnelle, on parle pour faire coup d'une boîte d'outils. On regarde là-dedans, on regarde le contexte et on voit les outils, si c'est la tenaille, si c'est le clou, un outil qu'on peut prendre pour réparer ce qui est cassé. Donc la justice transitionnelle, une justice en transition, c'est comme une justice à l'africaine en se basant sur les valeurs endogènes et non sur les valeurs qui, entre griffes, nous sommes venus d'ailleurs. Quand vous prenez le code civil, le code de procédure judiciaire, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Or, quand nous prenons le processus de justice transitionnelle, ça fait appel à des valeurs endogènes. Donc, chez nous, au niveau du Togo, on a essayé de l'adapter à notre contexte. Donc, on laisse d'abord le mécanisme judiciaire, on va sur le mécanisme non judiciaire qui permet d'écouter la victime, de la prendre en charge, d'apaiser son cœur en attendant les autres détails. Donc, justice transitionnelle, disons que c'est un outil qui permet de réparer une population dans une communauté. Que peut-on retenir à la fin de ce forum? À la fin de ces travaux, nous devons retenir que en Afrique, nous avons un capital humain capable. Un capital qui pourra se lever et reconstruire cette Afrique qui est en transition et relever les défis sur toutes les contingences, tous les défis que nous avons maintenant en matière climatique, en matière environnementale, en matière d'extrémisme violent, et en matière d'élections difficiles. Donc tout ce que nous avons appris ici, c'est vrai, c'est un traitement du passé, mais qui donne à chaque Africain le courage de se lever et de faire revivre ce continent qui nous est cher. Donc justice transitionnelle et capital social, je crois que nous avons atteint notre objectif. Madame Kakbo-Ahiagnon, dites-nous, quel est l'état de la justice transitionnelle au Togo? Le Togo est toujours en transition. Vous savez, depuis l'accord politique global de 2006 et avec la mise en place de la commission vérité qui a pu mettre la main sur quelques problèmes qui nous empêchent d'avancer au Togo. Et c'est ce problème-là que chacun a pris. Dans les 68 recommandations, il y a la part du gouvernement, il y a la part de la société civile, tous les départements, toutes les composantes de la société. Chacun devra faire sa part dans les 68 recommandations pour que nous puissions recoller les morceaux. Après tout ce que j'ai entendu ici, je peux me permettre de dire qu'au Togo, nous n'avons pas des problèmes comme les autres pays africains. Donc pour le Togo, au niveau du HCO, nous exhortons les Togolais à adhérer au processus de transition. C'est-à-dire le fait est de savoir que nous sommes toujours en transition. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes toujours en transition et nous devons nous serrer les coudes pour regarder de plus près les petits problèmes qui nous empêchent de vivre ensemble. Et avec les indemnisations, avec les réparations communautaires, les réparations collectives et des actions qui puissent nous permettre de changer nos mentalités et d'aller vers la cohésion sociale, vers le vivre ensemble. Si nous adhérons à ces actions et que nous prêtons attention aux uns et aux autres, nous allons dépasser la transition et nous allons arriver vraiment à se dire oui, Togolais fiers de l'être, nous pouvons marcher ensemble. Pouvez-vous nous faire un petit bilan au niveau du HCRON, notamment sur les progrès et les défis à relever? Oui, au HCRON, nous sommes à peu près à mi-parcours, mais nous pourrons dire sans fausse modestie que nous avons abattu un travail énorme qui peut nous permettre de nous relever. Parce que de 22 415 dépositions et dépositions dépouillées qui nous amènent à plus de 36 000 victimes, nous avons pu à ce jour indemniser plus de 22 000 victimes individuelles et collectives et nous sommes engagés également dans les réparations communautaires avec nos compatriotes qui étaient dans le sud et qui à la faveur de la démocratie ont été renvoyés et relogés dans la région centrale qui n'avaient aucune structure, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école. Ces populations, nous essayons de les réparer, de leur faire sentir qu'ils sont des Togolais et qu'ils habitent au Togo et qu'ils ont aussi droit
à ces facilités de base. Donc ça, nous pouvons dire que nous avons entamé une réalisation qui est porteuse d'espoir. Au cours de ce forum, le concept genre et la participation de la jeunesse a été évoqué. Qu'est-ce qui est fait au niveau du HCRON? Au niveau du HCRON, nous pouvons dire que déjà dans la composition du HCRON, il y a la dimension genre qui est positivement respectée, parce que nous sommes 3, il y a 2 dames et un homme. Et même dans le processus d'indemnisation, il y a un traitement, je ne vais pas dire favorable, mais un traitement spécifique pour les femmes victimes de violence. Quand une femme est victime, c'est-à-dire c'est à plusieurs niveaux. Si c'est pas son mari, c'est son père, c'est son frère, c'est son oncle. Elle a plusieurs niveaux de victimisation. Donc nous essayons d'être plus attentifs à l'accueil même d'une victime qui est femme. Bon, le même traitement est également réservé aux hommes, puisque nous sommes dans la dimension genre, mais nous mettons un petit plus pour les femmes. Et les jeunes également sont dans le processus. Donc lorsque nous réparons les ayants droit des victimes, c'est-à-dire les enfants des victimes décédées, toute une frange de jeunes qui viennent pour les indemnisations et nous profitons pour leur faire passer un message de prise en charge personnelle. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un parent qu'on doit baisser les bras et qu'on va se dire que c'est fini pour moi. Non, nous essayons de parler à leur cœur parce que c'est la jeunesse qui est la relève. Donc il faut qu'ils puissent se prendre en charge. Et lorsque le gouvernement togolais a décidé de prendre en charge la jeunesse à travers le ministère du développement à la base pour les jeunes. Donc il y a un quota également de jeunes que le HCRON accompagne dans le domaine entrepreneurial pour qu'ils puissent montrer leur talent et devenir quelque chose. Donc je crois que même si c'est à petits pas, nous faisons quelque chose pour les 2 tranches, la dimension genre, la dimension jeunesse. Le problème foncier n'était pas en reste au cours des travaux. Oui, le problème foncier, je sais que c'est un casse-tête, pas seulement au Togo, mais sur tout le continent africain. Donc, dans le processus de justice transitionnelle, il y a les 5 formes de réparation. Il y a l'indemnisation, il y a la restitution, il y a toute une panoplie là qui va dans le sens de la réparation de l'homme. Le HCRON travaille en étroite collaboration avec le médiateur de la République qui est plutôt beaucoup plus porté sur ces questions administratives parce que ce soit l'expropriation, que ce soit l'accaparement de ces terres comme ça de façon arbitraire, le médiateur de la République sur la question administrative sait régler cela. Mais en même temps, le HCRON qui n'a pas ce mandat-là peut offrir une indemnisation à ces personnes pour commencer à se sentir mieux avant que les recommandations du médiateur de la République n'arrivent pour soit exécuter les décisions de justice. Parce que lorsque les gens volontairement ou arbitrairement t'exproprient, c'est eux les premiers à aller faire les papiers sur ton propre bien. Donc de façon administrative et judiciaire, le médiateur de la République essaye d'avancer. Mais la grosse résolution, je crois ça, c'est le ministère de l'administration territoriale avec la chefferie traditionnelle puisse vraiment définitivement mettre fin à ce problème foncier. Merci Madame Claudine Akakwa-Hiagnon. C'est moi qui vous remercie. Le Togo, par sa position géographique et grâce à son port en eau profonde, constitue un couloir de transit pour les marchandises à destination des pays enclavés, dont le Burkina Faso. Toutefois, de façon particulière, le Togo et le Burkina Faso ont une vieille tradition de coopération. Les 2 pays entretiennent notamment des relations commerciales. Le port de Lomé constitue le premier port de transit pour le Burkina Faso. Le volume de marchandises importées au Burkina Faso sur une dizaine d'années représente 39% du trafic global en 2021. Pour assainir la chaîne des transports, faciliter le transit sur le corridor Lomé, Sénkassé, Ouagadougou, assurer des passages portuaires en vue de faire preuve de résilience face aux difficultés liées aux différentes crises, il a été organisé des journées d'échange entre experts togolais et burkinabés sur les questions de transport et transit routier et maritime entre le Togo et le Burkina Faso. En second invité, M. Badenou Nkoulete Kodjou,
premier vice-président de la fêtière des transporteurs routiers du Togo, nous a rejoint dans ce studio pour nous porter quelques éclairages sur ces journées d'échange à Lomé. Monsieur Kpadénou Nkoleti Kodjo, bonjour. Bonjour, Madame Juliette Kambé. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première, quel est le rôle de la fêtière des transporteurs routiers du Togo? Merci, Madame. Avec le développement, l'augmentation du parc des camions au Togo, l'augmentation du trafic routier, l'augmentation du volume passant par le port de Lomé qui est évacué vers le Burkina, le Niger et le Mali, et avec l'amélioration de nos infrastructures, les opérateurs du secteur ont jugé utile de s'organiser en mettant en place une fêtière qui regroupe l'ensemble des opérateurs du secteur, les transporteurs de conteneurs, de clinkers, de sable, de gravier, les transporteurs de passagers, etc. L'objectif est de regrouper tous les opérateurs dans une même structure, de parler d'une seule voix, de servir d'intermédiaire ou d'interlocuteur crédible au gouvernement, de recenser les problèmes qui sont propres au secteur et de prendre les mesures qu'il faut pour professionnaliser le secteur. Le chantier est vaste, mais on s'attelle à y arriver. Le chantier est assez vaste et si les experts togolais et burkinabés sont arrivés à avoir des journées d'échange autour du transit routier, c'est bien entendu parce qu'il y a eu des difficultés qui sont allées au-delà du rôle de la fêtière, ce qui a conduit à ces journées d'échange à Lomé. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces difficultés? Les difficultés sont nombreuses. Il y a des difficultés liées au prix. Dans le compte d'exploitation des sociétés de transport, nous n'avions pas les mêmes valeurs des matières premières au Togo et au Burkina. Le prix du gazole au Togo est de 850 aujourd'hui et un peu moins de 700 au Burkina Faso, alors que nous prenons les mêmes marchandises, les mêmes destinations. Donc nous risquons de ne pas faire les mêmes prix. Ça a créé un déséquilibre sur le marché. Ce problème a été étudié lors de la rencontre où nous avions fait des efforts de part et d'autre pour avoir un prix moyen qui sera appliqué dans les prochains jours. Ça, c'est les difficultés en termes de prix. On a les difficultés en termes de répartition du fret. Dans les conventions qui régissent la répartition du fret entre le Togo et le Burkina, il est précisé que les Burkinabés prennent 2/3 du volume qui arrive par le port de Lomé et 1/3 revient aux transporteurs togolais. C'est une convention qui date de plusieurs décennies. Au moment où cette convention, la première, a été signée, le Burkina ne s'appelait pas Burkina, il s'appelait Haute-Volta. Et aujourd'hui, il y a eu l'apparition de nouveaux sites, notamment la production de clinkers, où la clé de répartition est 50% pour le Togo, 50% pour le pays de destination. Il y avait des problèmes d'harmonisation, étant donné que notre gouvernement, voulant faire de notre pays un hub, le Togo a pris de l'avance sur certaines réglementations, notamment le règlement 14 de l'UEMOA, qui fixe les normes et les dimensions des camions. Aujourd'hui, le Togo est leader dans l'application de ce règlement 14. La charge à l'essieu. La charge à l'essieu, des sanctions sont prévues et nos frères et amis du Burkina ne sont pas au même niveau de rigueur que nous. Le principe est acquis au Burkina, mais la mise en application n'est pas du même niveau que nous. Et sur ce point, nos amis nous ont demandé un délai de sensibilisation pour que les sanctions démarrent à la même période de part et d'autre de la frontière. Il se pose des problèmes de sécurité dans la sous-région en général. Quelles sont les dispositions que les transporteurs doivent prendre? Devons-nous continuer à rouler la nuit? On a estimé qu'il faut des numéros d'urgence qui appelaient en cas de comportement anormal, etc. Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi le transport de passagers. Il n'y a pas que le transport de conteneurs. Quand il y a un passager suspect, comment se comporter aux frontières, c'est des difficultés nouvelles dont on a beaucoup parlé. Il y a le problème de fret retour du Burkina. Jusque-là, les transporteurs togolais qui montent chargés reviennent pratiquement à vide, alors que nos amis du Burkina viennent à Lomé chargés et repartent chargés. Ce qui leur permet déjà de faire des prix que nous, on ne peut pas faire. Donc, on ne gagne que pendant le trajet aller. Il y a le problème de transport de passagers.
Il faut reconnaître que le transport de passagers est beaucoup plus développé dans ces pays sans littoral que nous. Nous avions émis le vœu et les autorités du Burkina nous ont fait comprendre qu'il n'y a aucun problème pour que les sociétés de transport de passagers togolaises puissent faire le transport de passagers inter-États. Nous avions également parlé de la fluidité du trafic. Et au centre de tout ça, côté Togo, se trouvait la promotion de notre port. Comment nous, transporteurs, on doit aussi contribuer au développement et à la promotion du port de Lomé. Les difficultés, elles sont énormes. La convention date des décennies. Est-ce qu'il y avait eu des dispositions avant d'arriver à ces discussions? Oui, on appliquait la convention. Mais étant donné que c'est des conventions qui sont un peu dépassées par rapport à la réalité d'aujourd'hui, cela faisait que la convention même avait en son sein des germes de difficultés. Pendant ces 2 jours, on a même aussi certains aspects fixé des chronogrammes pour que, à moyen et à court terme, des décisions soient prises. Des déplacements sont prévus au Burkina. Aujourd'hui, le Togo a mis en place la PIA, la plateforme industrielle d'Adétikopé. Il faut l'expliquer à nos correspondants et autres du Burkina. Le transporteur est le premier facteur en contact avec le client final. Donc le transporteur même doit savoir ce que c'est que PIA et à chaque destination en fait la promotion. Des déplacements d'information et de sensibilisation. Il faut rendre le port de Lomé attrayant et compétitif. La mise sur pied de la plateforme industrielle d'Adétikopé, autant d'enjeux du côté togolais. Monsieur Kpadenou Nkolete Kodzo, quelles ont été les grandes décisions ou les grandes recommandations après ces échanges? L'élément premier, c'est l'accord qui a eu sur le prix. Le second élément est le consensus qui a été appliqué sur les problèmes et les solutions que chaque partie a proposées. Les décisions ont été prises de manière consensuelle. Mais il y a une règle qu'on s'est donnée maintenant. Et cette règle repose sur 3 piliers. 1. Le respect des tests. 2. Le dialogue. 3. Le consensus. Et si possible, l'anticipation. Quand vous parlez du respect des tests, vu toutes les améliorations qu'il y a eu, mais si on revient au respect de ces tests, le Togo est lésé, si je ne me trompe. Dire que la convention n'est pas favorable au Togo, je dirais, c'est pas tellement vrai. Pourquoi? Au moment où les conventions étaient signées, le Togo n'avait pratiquement pas de parc. Grâce à la politique et à la volonté du gouvernement togolais, des moyens ont été mis à la place des transporteurs. Aujourd'hui, l'achat d'un camion neuf est pratiquement défiscalisé. Le camion neuf qui nous coûtait à peu près 80 millions il y a 3 ans, aujourd'hui revient à 55 millions à peu près. Beaucoup ont réussi à être portés vers l'achat de camions neufs. Donc, il ne fallait pas pénaliser nos amis et frères de l'internat. Aujourd'hui, on a le parc, on a le meilleur port de la sous-région et on a des routes. Comprenez que nous puissions demander que les tests soient appliqués parce qu'il arrivait des moments dans le temps où même lorsqu'on faisait le partage des 2 tiers, 1 tiers, nous n'avions pas les moyens de ramasser notre tiers. Maintenant, nous disposons de tous ces moyens. On nous a permis aujourd'hui d'avoir ces moyens. Tout l'enjeu, c'est de récupérer le tiers des frais réservés au Togo. Voilà. Monsieur Kpadenou, est-ce que les 2 parties, burkinabé, togolaises, sont satisfaites des décisions, des accords? Je vous dirais oui. Parce que mon homologue avec qui j'ai eu un entretien avant le début de cette émission m'a exprimé sa satisfaction. Avant de finir, est-ce qu'il est envisagé un suivi de toutes ces décisions prises hier? Madame Juliette, on ne peut pas prendre d'aussi grandes décisions sans veiller à leur application. C'est pour ça qu'un comité a été mis en place, composé des experts des 2 pays, avec un chronogramme précis qui permettra le suivi de ces décisions. Et il y a des projets encore plus vastes et peut-être un comité permanent ou un comité de veille sur l'application de ces décisions et un comité qui se retrouvera régulièrement pour voir ce qui va pas et éviter que les problèmes se posent avant de chercher à les régler. Bref, un comité d'anticipation. Je peux vous dire que le port de Lomé, c'est le port naturel du Burkina, qui est le port de transit d'un peu moins de 50% du volume des importations du Burkina. C'est beaucoup. Monsieur Kpadenou Nkolete Kodzo, je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la fêtière nationale des transporteurs routiers du Togo. Merci. Merci, madame.
Écho du palais, le sieur Kao, accusé de violence volontaire ayant entraîné la mort, est condamné à 6 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le 13 janvier 2014, la nommée Haïfa Julienne a entendu un cri de détresse de son frère Haïfa Toman vers le domicile de Kao Mondjoboyo alias Ouaga. Le lendemain, lors de la réunion des ressortissants de Pia Asewa dans le Wawa, elle informa leur frère Haïfa Komi. Ce dernier décida avec un autre frère de se rendre au domicile de Kao Mondjoboyo. À leur arrivée, celui-ci était là, menaçant et déterminé à en découdre avec eux. Ils n'ont eu d'autre choix que de replier sans avoir eu l'occasion d'obtenir des explications de leur hôte sur l'objet de leur visite. Informée, la gendarmerie de Zogbegan, avec l'appui de la population, a réussi à mettre la main sur Kao qui avait tenté de prendre la fuite. Il a été reconduit chez lui pour le constat. La gendarmerie a réalisé qu'un corps a été traîné derrière la maison de Kao et a fini au niveau d'une fosse lui servant de WC. Poursuivant les investigations, les gendarmes ont découvert enfoui le corps sans vie de Haïfa Toman. À la suite de cette découverte, Kao a expliqué qu'au début de son installation dans la ferme, sa réussite dans les travaux champêtres était spectaculaire. Mais ce succès s'est vite transformé en un véritable échec, ce qui l'obligea à entreprendre des recherches qui lui ont révélé que c'est le nommé Haïfa Toman qui était la cause de son malheur et que celui-ci usait de ses pouvoirs maléfiques sur ses cultures. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était que le jour du drame, alors qu'il se trouvait à son domicile, la victime a surgi et a commencé à le provoquer en lui demandant s'il sait qu'il n'est pas le propriétaire du bâtiment qu'il occupe avant d'ajouter qu'il allait le détruire. Pris de colère, Kao lui a administré des coups avant de le faire déguerpir. Malgré tout, la victime était revenue à la charge. Il a dû lui donner des coups de nouveau avant de le quitter pour aller se coucher. Il n'a constaté sa mort que plus tard lorsqu'il était sorti pour uriner. C'est pourquoi, pris de peur, il a dissimulé le corps dans la fosse septique. Ayant reconnu les faits, tant en enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, Kao Mondjoboyo fut arrêté le 19 janvier 2014 pour homicide volontaire. Mais devant la cour d'assises de Lomé à l'audience du 21 mars dernier, l'avocat défenseur, Maître Adjevi Kofi Djahli, a requalifié les faits et il fut condamné à 6 ans de réclusion criminelle. On a requalifié les faits en fait en violence volontaire sans intention d'homicide. On reprochait à mon client un homicide volontaire, c'est-à-dire qu'il a eu la volonté d'assassiner la personne qu'il avait en face. Or, il est ressorti des faits que cette personne handicapée de son état était venue dans sa maison pour le provoquer. Mais la peine, je l'ai trouvée un peu lourde. Néanmoins, c'est une leçon pour tout le monde. La violence même volontaire, la violence même involontaire, elle n'est pas admise. Donc, il faut savoir se comporter en société. Sans transition, nous passons au sport. Au menu, le festival des loisirs à Lomé du football avec le faux pas de l'ASK à Conakry et le match d'Asco au stade de Kégué. Milek Agbokou. Asco de Kara joue Nouadhibou de la Mauritanie ce dimanche à Kégué. Ce match compte pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de football. ASK limite les dégâts à Conakry ce vendredi devant Milo FC 2-1. Les chauffeurs de la COSA auront une semaine pour remonter la pente au stade de Kégué à Lomé. Ce match compte pour le match retour de la Coupe CAF des clubs. Les finalistes du championnat féminin de football de première division sont connus. Il s'agit de Amis du Monde et de Atleta FC, tous de Lomé. Festival des loisirs des pays ouest-africains, membre de la Conféges. La première édition aura lieu vendredi prochain à Lomé. L'information a été donnée vendredi dernier par le directeur des loisirs, Etienne Bruno, lors d'une conférence de presse. L'initiative d'organiser ce festival est née de l'atelier sous-régional sur la problématique du développement des loisirs dans l'espace francophone ouest-africain tenu à Lomé du 4 au 6 octobre 2021. En collaboration avec la Conféges, il permettra de créer un cadre d'échange, de brassage et de partage entre les pays concernés et contribuera à asseoir un climat de convivialité, de vivre ensemble au sein de notre espace, comme l'exprime si bien le thème retenu à cet effet. Je cite, les loisirs au service de la paix et de l'intégration sous-régionale. Fin de citation. Le présent festival a pour objectif général de créer à travers les loisirs un cadre de brassage
d'apprentissage et d'intégration des populations des pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de la Conféges. Les participants à ce festival sont les acteurs des loisirs des 11 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, membres de la Conféges. Il s'agit plus précisément du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et puis notre pays, le Togo. Chaque délégation sera composée de 2 membres, à savoir un officiel et un joueur. En dehors de la délégation togolaise, il est donc attendu 16 participants ou 20 venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de la Conféges. Pour boucler cette édition, revue de presse, l'Assemblée nationale proroge l'état d'urgence sécuritaire de 6 mois dans le nord du Togo. La médiation togolaise dans l'affaire des 49 militaires détenus au Mali, couronnée par la libération de 3. L'appui du Togo dans la résolution de la crise malienne, avec la tenue à Lomé de la 3e réunion du groupe de soutien à la transition. Voilà quelques sujets à la une des parutions de cette semaine. La revue de presse, c'est bien sûr avec Léontine Atogima. Lomé, centre de négociation régional pour la paix, titre Togo Réveil. La capitale togolaise a abrité en début de semaine la 3e réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Togo Matin relève que le professeur Robert Toussé, ministre des Affaires étrangères, a rassuré à l'entame des discussions que l'agenda du Togo et des partenaires est l'agenda du Mali. Son homologue malien avait déjà prévenu que le Mali nouveau n'acceptera qu'on puisse imposer un agenda ou un diktat, relève chronique de la semaine. Arakiri, note qu'Abdoulaye Diop a toutefois reconnu que le Togo a été toujours aux côtés de son pays sans se mettre dans une position de donneur de leçons. Le grand quotidien national Togo Presse abonde dans le même sens et conclut que les partenaires du Mali ont convenu de poursuivre l'accompagnement du pays vu l'évolution du processus de transition. Sans jugement, le Togo poursuit sa médiation pour la libération des 49 militaires ivoiriens détenus par Bamako. À ce sujet, Nouvelle Opinion évoque une diplomatie gagnante de Fort Gnassingbé. Elle est surtout agissante, renchérit l'Union pour la patrie qui se réfère à la libération de 3 des 49 militaires. Le bi-hebdomadaire estime que les choses commencent par se décanter et que la remise aux autorités ivoiriennes des 3 soldats prouve la bonne volonté des autorités maliennes d'aller dans le sens de l'apaisement. Vu le degré d'implication du chef de l'État dans la résolution des crises aussi bien politiques que sociales, le correcteur implore son secours pour la libération des enseignants et élèves en prison. Les écoles s'ouvrent le 19 septembre et les cours reprennent le 26 septembre. La rentrée pédagogique va précéder la reprise effective des cours, explique Ouara les vainqueurs, qui annonce aussi la rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale pour la 2e session ordinaire de l'année 2022. L'ouverture de cette session a été marquée par la prorogation de 6 mois de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Le gouvernement obtient ainsi l'onction du Parlement pour faire face aux menaces terroristes, relève Vérité des peuples. L'une des menaces terroristes est la détention illégale des armes. Le Conseil national de lutte contre la prolifération des armes légères est en campagne de collecte des armes détenues illégalement, informe le dialogue. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal se referme. Merci à vous qui l'aviez suivi. Le rappel des titres avant de nous séparer. Le 6e forum sur la justice transitionnelle en Afrique a pris fin hier à Lomé. 3 jours de travaux ont permis aux participants de faire des propositions pour une justice transitionnelle réussie sur le continent. Le réseau des comités des femmes des centrales syndicales du Togo dénonce les inégalités sociales et en appelle à l'accompagnement dans un contexte de cherté de la vie sans cesse accentué. 2 femmes deviennent les 2 premières conductrices de métro en Égypte, un symbole fort dans un pays où l'égalité du travail homme-femme
rencontre des préjugés. Et puis vous avez suivi deux invités, Madame Claudine Kponjo, deuxième rapporteure du H-Crown. Elle a fait le point des travaux du 6e forum de la justice transitionnelle. Le second invité, M. Kpadenou Nkoulete Kodjo Rémi, de la fêtière patronale des transporteurs routiers du Togo. Il nous a entretenu sur la dernière rencontre entre les transporteurs routiers du Togo et du Burkina Faso. Les autres rendez-vous, vous les avez suivis, les sports, les échos du palais et la revue de presse. Le journal